Premier conte, le peuplier. Il me semble que j'avais une douzaine d'années, mon frère en avait 10. Nous vivions un peu plus que les vacances réglementaires à la campagne, les médecins ayant déclaré que je vivrais seulement à cette condition. Et nous étions grands dénicheurs de nids, grands chasseurs à la sarbacane, assoiffés d'aventures et lecteurs convaincus de Main Red et de Gustave Aimard. Dès le matin, de bonne heure, quand l'herbe est lourde de rosée et que les oiseaux sont en éveil, cherchant les graines, piquant les mouches, grimpant au tronc des arbres, nous courions lever nos pièges ou bien les cordées tendues aux endroits creux de la rivière. Nous savions reconnaître, à la façon dont le bouchon d'une ligne se trémoussait, filait en avant ou plongeait, la morsure du goujon, de la blette ou de la carpe. Un lièvre ne gîtait pas dans les environs, un loriot ne faisait pas son nid, un oison ne se prenait pas par le cou entre les barres d'une claire-voie sans que nous en eussions connaissance. Nous avions, comme les trappeurs, l'habitude de la file indienne, des cabanes dans les chênes, des signes muets ou des cris de bêtes sauvages pour nous reconnaître à distance, des provisions d'outils dans le ventre des vieilles souches. Je dois avouer cependant que nos outils n'étaient pas d'une grande variété, et qu'à l'exception de 2 hachereaux de fer pour les expéditions lointaines, c'étaient surtout des bouts de fer rouillés, de la ficelle et des balles de plomb données par les seigneurs. Le soir, quand il n'y avait plus de jour du tout, faute de mieux, nous lisions. L'excellente comtesse de Ségur, à laquelle je suis revenu depuis, nous semblait un peu rose, comme sa collection. Il nous fallait du drame. Jules Verne commençait à peine à tailler sa plume, mais nous avions les chasseurs d'ours, les vacances des jeunes borses, la guerre aux bisons, les enfants de la prairie, et je savais par cœur, dans Gérard le tueur de lions, l'apostrophe qui remuait mon cœur. Disciples de Saint-Hubert, mes frères, c'est à vous que je m'adresse. Vous voyez-vous en pleine forêt, la nuit, debout contre un gaulis d'où s'échappent des rugissements capables de couvrir le bruit du tonnerre? Oui, oui, je me voyais debout le long du gaulis, et je frémissais de la tête aux pieds. Le lendemain, je trouvai que le théâtre habituel de nos courses n'offrait pas assez de danger, puisqu'on n'y rencontrait ni lions, ni bisons, ni troupeaux de pécaris fouillant de leurs dents blanches les racines d'un petit chêne liège où le chasseur s'est réfugié, et nous regardions avec envie, mon frère et moi, les lointains bleus. Qu'y avait-il dans les lointains bleus? Un jour, un des plus longs de l'année, nous nous étions fait réveiller à 5 heures du matin par une vieille domestique indulgente à nos fantaisies. Dès la veille, nous avions rangé sur une table, en ordre parfait, nos 2 hachereaux préalablement aiguisés, 2 bâtons, 2 frondes et 2 sacs de toile où se trouvait, entre autres choses, un morceau de pain énorme, en prévision des hasards que nous pouvions courir dans le désert. Une émotion involontaire nous serrait le cœur quand nous sortîmes de la maison. 300 sonnets s'envolèrent du toit de la 2e tourelle et pointèrent vers la gauche. « Ils indiquent la route, dis-je à mon frère. Il faut les suivre. » Les 300 sonnets, mouchetés d'or et de violet, se perdirent bientôt au-dessus des arbres pressés du vallon, et nous continuâmes à longer la rivière, large de 4 à 5 mètres au plus, qui descendait de par là, vive sur son lit de cailloux blancs, claire par endroits comme un morceau du ciel, ombreuse le plus souvent entre ses bords plantés de toutes les essences forestières. C'était la plus belle contrée pour nos chasses. Les merles abondaient dans les petits prés tortueux, inondés chaque printemps. Nos frondes ne leur faisaient pas grand mal, mais l'espoir allait toujours devant, et le jour était pur, et les pays nouveaux s'ouvraient. Nous commencions même à distinguer les fenêtres d'un certain moulin à vent qui ressemblait, vu de la maison, à 2 plumes de ramier mises en croix, tournant sur un bouchon. Que de chemin derrière nous! Le soleil chauffait dur et ployait les hautes fleurs de l'herbe quand nous nous arrêtâmes, vers 10 heures, fiers et un peu inquiets de nous être égarés si loin. Il n'y avait pas de ferme dans le cercle de nos regards, pas un homme traversant les champs. La terre mûrissait, tranquille, ses moissons. Il vaut mieux faire comme les sauvages et couper un arbre. Au premier moment, cette idée de couper un arbre me parut toute naturelle.
Nous étions perdus dans le désert, seuls, semblait-il, dans des régions où le voyageur est à lui-même toute sa ressource et se sert librement des choses. Nous prîmes à nos ceintures nos petites haches, rouillées jusqu'aux 2/3 de la lame, et, sans plus de délibération, à la façon des Indiens pieds noirs, nous nous prîmes à frapper sur le tronc vert et lisse d'un jeune peuplier qui poussait sur le bord. « Je suis d'avis, dit mon frère, que nous passions la rivière, car nous ne pouvons pas revenir par le même chemin. Jamais nous ne serions rentrés pour midi, tandis qu'en traversant. »« Oui, mais il faut traverser, l'eau est profonde. »« Si nous construisions un radeau. »« C'est un peu long, répondis-je. Rappelle-toi Robinson Crusoé. Et puis, nous n'avons pas de planche et pas de tonneau vide. » Nous l'attaquions savamment par la face qui regardait la rivière. Il frémissait de la pointe. Les copeaux blancs volaient. Enfin, dans l'orgueil du triomphe, nous vîmes la haute tige se pencher au-dessus de l'eau. Un craquement sonore annonça que la dernière lame du tronc, trop faible pour porter la ramure, éclatait en 1000 fibres. Et le beau panache de feuilles légères et fines, décrivant à demi-cercle, s'abattit parmi les aulnes de l'autre rive et se coucha sur le pré voisin. Le pont était jeté. Nous passâmes à califourchon, nos nobles haches toutes humides aux côtés. Mais comme nous battions en retraite vers la maison, tous deux silencieux sous la grande chaleur qui faisait taire les oiseaux et chanter les grillons, nos pensées se modifièrent. L'arbre devait appartenir à quelqu'un, bien sûr. On l'avait planté. On attendait de lui, dans l'avenir, des lattes et des chevrons de toiture. Et nous avions coupé l'arbre, perdu l'avenir, touché au bien d'autrui. « C'est toi qui l'as voulu, me dit mon frère. Nous allons être grondés dans les grands prix. »« Si ce n'était que cela, répondis-je. Et comme je savais mon catéchisme, j'ajoutai. Le plus difficile, c'est qu'il va falloir restituer. Comment veux-tu restituer un peuplier? En as-tu un que tu puisses planter à la place? Non. Ni moi non plus. Et nous devons pourtant restituer. Le retour fut triste. Nous arrivâmes en retard, et sitôt nos haches enfermées dans une cachette, de peur d'une confiscation possible, nous avouâmes très franchement et avec détail le meurtre du peuplier. On nous gronda moins fort que nous ne l'avions redouté. Seulement, après déjeuner, mon père, s'adressant à moi, me dit « Ce n'est pas tout d'avoir avoué une sottise, mon ami. Il faut la réparer. Tu es l'aîné. Dans 5 minutes, tu monteras en cabriolet avec le vieux Baptiste, et tu iras tout seul faire des excuses à madame la baronne du Volier, à qui l'arbre appartenait. » Me voilà donc dans le cabriolet bleu, à côté de Baptiste, qui ne disait rien, selon son usage, et qui portait dans la poche de sa veste une lettre de mon père à l'adresse de la baronne du Volier. Je n'étais pas à beaucoup près aussi fier que le matin. Je n'avais jamais vu la baronne. Je connaissais seulement, pour l'avoir deviné entre les feuillages, le toit aigu sous lequel s'abritait la châtelaine, que je me figurais très vieille, très sèche et très maussade. Elle était très vieille, en effet, et sèche comme un fuseau. Mais quand on m'eut introduit devant elle, dans l'immense salle carrée du bas, pauvre de meubles, éclairée par 4 grandes fenêtres qui descendaient presque jusqu'à terre, et que je vis, tricotant dans un angle ensoleillé, cette petite dame à 2 papillotes d'argent, mince et vêtue de noir, je compris qu'elle avait un cœur encore jeune et capable d'attendrissement. Cela se voit dans le regard. J'étais quand même très troublé, et j'avais la lettre entre les doigts. « Ah, madame, lui dis-je, je viens parce que, en faisant le sauvage, j'ai coupé un peuplier. »« Comment, mon petit ami, vous faisiez le sauvage ?»« Oui, madame, dans votre pré. Nous avions nos haches, nos frondes aussi. Il fallait un pont. J'ai bien du regret de ce que j'ai fait, madame, mais je vous assure qu'en tombant, il n'a pas abîmé un seul aulne. D'ailleurs, voici la lettre. » Elle n'avait rien compris à mon explication. Pendant qu'elle lisait, je me demandais ce qu'elle allait exiger en compensation du peuplier. Je n'avais pas d'économie. Je ne possédais en propre que mes outils, mes lignes et une collection d'œufs. Mais à ce moment-là, j'aurais volontiers tout donné, même la vitrine, pour obtenir le pardon de madame du Volier. Elle releva la tête. Elle souriait. « Était-il bien gros ?» dit-elle. « Comme vos 2 bras à peu près, madame. »« Alors, vous ne m'avez pas causé grand dommage, mon petit. Mais que faire d'un baliveau pareil?
Le bois ne vaut rien pour brûler. Le donner serait dérisoire. Elle réfléchit un moment. Tenez, me dit-elle, en me tendant la main, nous n'en reparlerons plus jamais. C'est oublié. Cependant, je vous imposerai une pénitence. Oh, pas bien dur. Je suis très vieille. Mes voisins m'oublient. Je laisserai l'arbre où il est tombé. Vous repasserez par là un jour ou l'autre, et vous penserez malgré vous à la propriétaire, qui ne vous fera plus peur. Peut-être même aurez-vous l'idée de revenir la voir. Je l'ai eue 5 ans de suite, tant que la vieille dame a vécu. Au bout d'un an, les rejets vigoureux de l'arbre avaient jailli des racines. Après 2 ans, il formait une cépée ronde et feuillue. Le printemps suivant, un merle y faisait son nid, tandis que des légions de champignons rongeaient la tige étendue sur le pré voisin. Le pont même devenait dangereux, moussu tout du long, saisi et recouvert aux extrémités par des forêts de lys jaunes et de roseaux. Les martins pêcheurs seuls en usaient. Je suppose qu'une crue l'a emporté. Le remords était fini. Le souvenir m'est resté. Conte numéro 2. Diane chasseresse. Nous courions les champs, nous courions les bois, mais pas toujours seuls. Quand la promenade n'était pas longue et que le temps était beau, elle venait avec nous, elle, la petite qui avait les yeux rieurs, la mine rose, les cheveux bruns lustrés de reflets d'or tout au bout, et qui sautait les fossés, plus légère que nous, avec des cris de joie ou de peur, on ne sait trop, comme les alouettes qui se lèvent. Nous la protégions contre les épines. Au passage difficile, nous mettions pour elle des pierres dans les courants d'eau, et nous lui demandions souvent si elle n'était pas lasse. Elle ne l'était jamais, et nous avions fini par décider qu'elle eût dû naître garçon. Je crois même que je l'avais nommée Mousse du bateau à fond plat dont j'étais amiral. Mais les années sont venues, et la jolie petite est partie, et le bateau, enfoui sous les sols, empli par les feuilles mortes, ne glisse plus entre les nénuphars, emportant à sa proue le Mousse en robe claire qui montrait d'un doigt la route libre entre les rives buissonneuses. Si vaillante qu'elle fût, nous évitions donc pour elle les fatigues des grandes expéditions. Notre protection s'accusait de 1000 façons qui nous semblaient de haute courtoisie venant de frères aînés, et que la jeune sœur nous rendait en sourire de princesse heureuse. Nous coupions régulièrement les ailes des geais prises au piège, dans l'espoir de voir un jour l'aigrette bleue sur un de ses chapeaux. Nous piquions nous-mêmes les mouches et les sauterelles à l'hameçon de sa ligne, et, quand l'herbe était mouillée dans l'immense prairie qui s'étendait devant la maison, nous sortions le char des profondeurs du grenier. Ce char avait servi d'amusement à des générations peut-être reculées. Rien de la charrette Peugeot, montée sur billes et légère comme une plume. Non, une caisse de bois blanc, 2 roues massives découpées dans un bloc de chêne et un timon arqué traversé d'une cheville. La circonférence des roues présentait bien quelques dépressions fâcheuses. L'essieu de bois poussait des cris aux ornières des chemins, mais cela ne versait presque jamais. Et lorsque nous traînions la petite, couronnée de pâquerettes enfilées, armée d'un fouet d'osier blanc pelé, nous pensions que les vagues habitants de la campagne, répandus derrière les haies, invisibles et nous voyant, devaient avoir des visions de Diane chasseresse, déesse au passage matinal, suivant dans la rosée la trace errante des biches. Seulement, comme les biches n'abondaient pas dans la prairie et qu'il fallait nécessairement un gibier que poursuivit Diane chasseresse, nous avions d'abord eu pour objectif le troupeau d'oies. Il y eut des stéples superbes, des surprises, des mouvements tournants, quelques prises de jeunes oisons forcés qui se jetaient dans les ronces, la tête collée au sol, l'œil hébété de crainte. Diane leur faisait grâce, et elle avait une élégante manière d'étendre sa baguette sur la victime à demi morte. Mais les oies sont moins stupides que ne le ferait supposer leur réputation. Après quelques exercices violents, elles parurent tout à fait dégoûtées de nos jeux. En picorant, elles tournaient le col vers la maison d'un air de défiance. Si nous sortions, elles jacassaient dans leur langage et tenaient sur notre compte des propos que nous devinions.
Si elles apercevaient seulement le char, elles commençaient à courir, les ailes ouvertes, les pieds écartés. Quittaient un peu le sol, s'enlevaient encore, et passaient la haie toutes ensemble, comme un accent circonflexe. Nous eûmes alors l'idée du mouton. C'était un plus noble gibier, qui se défendait mieux. Avec un peu d'imagination, la différence n'est pas grande entre une biche et un mouton. Les nôtres avaient des jarrets d'acier. Je suppose que ceux qui les ont mangés ont dû s'apercevoir que nos rambouillets avaient été élevés à rude école. Ils galopaient en rond autour de la prairie. Nous suivions. Par moments, les hostilités se trouvaient suspendues, et nous contemplions ses fronts baissés vers nous, à distance respectueuse, ses yeux longs, couleur de genêt, inquiets et frémissants. Mais nous n'avions pas tout prévu. Les moutons, comme les oies, sont vite lassés de jouer, plus vite que nous. Un jour de grand été, vers 5 heures du soir, comme la rivière n'avait plus une goutte d'eau, cela lui arrivait quelquefois, les 6 bêtes qui formaient le troupeau, serrées de trop près par Diane chasseresse, s'engouffrèrent dans le lit desséché et disparurent en se heurtant les unes contre les autres. C'était une victoire. Diane se leva sur son char pour voir disparaître sa proie. 1 heure après, cependant, quand le fermier appela ses moutons « Petit, petit, petit !» et que pas un bêlement ne répondit, nous qui regardions par la fenêtre tandis que Diane apprenait une leçon d'histoire sainte, nous eûmes le sentiment clair du méfait. « Petit, petit, petit !» À force de chercher, le fermier retrouva 5 moutons dans un pré voisin, sans soupçonner la manière dont ils avaient passé d'un champ dans l'autre. Le 6e manquait à l'appel. Je sortis, prêt à tous les dévouements. « Écoutez, dis-je au fermier, je ne crois pas qu'il soit venu de loups, car les loups sont rares et les chiens n'ont pas aboyé. Votre bête n'est pas perdue. Laissez-nous faire. Nous connaissons leurs mœurs. » Je le crois que nous connaissions leurs mœurs. Nous connaissions aussi le mouton égaré, un gros qui avait une étoile noire sur le front. Nous suivîmes le bord de la rivière, étudiant les foulées empreintes dans la vase molle. À l'endroit où la masse du troupeau rencontrant une brèche avait passé dans le pré voisin, une trace se séparait des autres et continuait en ligne droite sur le fond du ruisseau. 1 kilomètre. 1 kilomètre et demi. La trace indiquait toujours la fuite de la bête affolée. La brume tombait, les prés se couvraient de vapeurs blanches. Enfin, je découvris une rondeur laineuse à moitié disparue sous un amas de racines. La tête, impossible à voir, était butée contre le talus de la rive. Mon frère, qui m'avait accompagné, m'aida à tirer le mouton de dessous l'arbre et, avec de grands efforts, à le sortir de la rivière. Là, nous usâmes de persuasion. Mais nous eûmes beau dire « petit, petit », tendre une poignée d'herbe, attacher un brin de jonc à la patte gauche, la bête se fût laissée étrangler plutôt que de nous suivre. Je la chargeai sur mon dos, et, tenant les pattes qui se débattaient, sentant sur le coup la chaleur de ce ventre laineux, étourdi par le bêlement du misérable que je sauvais de la mort, je m'acheminai vers la maison. Je ne me souviens pas d'avoir été plus fatigué qu'au moment où je tournai le gros massif près de l'entrée de la tourelle. Un équipage était arrêté devant la porte. Des voisins venaient dîner. En m'apercevant dans cet état de bon pasteur épuisé, ils se mirent à éclater de rire. Il y avait un rire d'homme, sonore et grave, des rires de jeunes femmes, des rires aigus d'enfants, car la voiture était pleine. « Ah, madame, dis-je, en m'approchant de la portière, tandis que mon mouton geignait et déchirait mon habit, madame, je suis assez puni, ne le dites pas. Je ne sais pas si la promesse fut tenue. On voulut bien ne faire que des allusions discrètes à ma fatigue exceptionnelle. Mais ma mère ayant dit « Qu'as-tu fait, mon enfant, pour avoir aussi chaud? Je ne t'ai jamais vu dans un état pareil. » Aussitôt, Diane chasseresse, avec un sourire innocent, bien habillée, tous ses cheveux sur le dos, rose entre ses 2 petites amies bleues, répondit « Ne le grondez pas, le pauvre garçon. Il s'est donné tant de mal pour retrouver le mouton du fermier. Des moutons qui s'échappent, maman, et qui sont vraiment vagabonds.
vous devriez leur acheter des sonnettes, comme dans les montagnes, pour savoir où ils vont. » Et je compris ce jour-là que Diane chasseresse était bien une petite déesse, car elle avait plus d'esprit que nous. Conte numéro 3. La grande Honorine. Dans la couderaie près de la maison, à l'heure où nous rentrions pour nous coucher, les derniers rayons du jour rasant le sol qu'il dorait, j'avais trouvé, sur la terre nue d'une allée, les restes d'un oiseau mangé par l'épervier. Ce devait être un chardonneret, car il y avait un peu de jaune attaché au fouet de l'aile. La tête avait disparu, et presque tout le corps, et les pattes même. Quelques plumes du ventre toutes grises, quelques plumes du dos, d'un vert qui devenait de l'or dès qu'on les inclinait, une goutte de sang figée, des feuilles écartées par le vent du combat. Une lutte bien courte sans doute, indiquait l'endroit où le drame s'était passé. Je pris les 2 ailerons où pendait encore un duvet de jeunesse, et je revins triste à cause de cette mort d'un oiseau chanteur et de cette cruauté de la bête de proie. Moi, je ne les tuais pas tous, les oiseaux. Outre que ma fronde et ma sarbacane ne portaient pas souvent juste, mon père nous avait accoutumés à respecter les jolies espèces. Les rossignols, les fauvettes, les chardonnerets pour leur chant, les hirondelles pour la beauté de leur vol, les rouges-gorges pour la familiarité même de leurs mœurs et pour la joie qu'il y a de les rencontrer, pendant la neige, sur les buis des jardins ou sur les solives des granges. Misérable épervier, disais-je en pressant le pas, je le connais. C'est un grand qui vole sans remuer les ailes et qui tourne des quarts d'heure au-dessus du poulailler. Je le dénoncerai. Je sais où est son nid, en haut d'un peuplier, dans une touffe de gui. On entend les petits crier quand il arrive portant un cadavre d'oiseau saignant comme une nacelle au-dessous de lui. Mon père les tuera. Comme nous étions à la fin d'avril et qu'il faisait froid, le feu était allumé dans la grande salle, près de la table desservie. La maison n'avait pas encore été réparée. Je l'aime encore mieux dans ce passé lointain, et il n'y avait pas de salon. En revanche, la salle à manger, où l'on recevait à l'occasion, avait un bon air patriarcal, avec sa cheminée monumentale où la suie faisait des stalactites noires, et, sur son vieux papier à fleurs de rêve, fleurs de magnolia bleues et marguerites rouges ayant les mêmes feuilles brunes, des images clouées à toutes les hauteurs, des illustrations découpées dans des livres ou des magazines d'autrefois, signées de noms célèbres ou de noms inconnus, qui nous faisaient faire des voyages sans fin lorsque la pluie tombait. Mon père était dans son fauteuil de cretonne incarnat. Ma mère faisait de la tapisserie. Mes sœurs et mon frère m'attendaient pour dire bonsoir. J'entrai, pâle de colère, montrant les 2 ailes coupées. « Voilà !» m'écriai-je, « encore un qui l'a dévoré. C'est un monstre qu'il faudra tuer au fusil, sans quoi nous n'entendrons plus rien chanter autour de nous. » En effet, dit mon père gravement, on s'est déjà plaint de ce couple d'éperviers. Et comme les sœurs, moins indignées que moi, avaient surtout pitié de ce pauvre paquet de plumes mouillées et froissées que je tenais à bout de bras, je me sentis m'attendrir, et je dis, d'un air qui devait être drôle, car je vis 2 sourires à la fois qui me répondaient aux 2 coins du feu. Il n'a même pas laissé de quoi faire des ailes de chapeau. Et le chardonneret était tout jeune, voyez, il a du duvet, il sera sorti trop tôt de son nid. Les chardonnerets n'ont pas d'ange gardien, fit ma mère. Mon père ajouta, les oiseaux ne sont pas comme les enfants. J'ai entendu raconter par une femme de ce pays-ci comment les enfants non seulement échappent eux-mêmes à bien des dangers, mais protègent encore les parents qui les ont près d'eux. En ce moment, bonne Perrette, la vieille qui nous élevait, poussa la porte et dit « Les enfants, tous au lit !»« Oh non, pas avant l'histoire !» Il y eut un moment de silence, pendant lequel nous ne sûmes pas lequel l'emporterait, de l'indulgence de nos parents ou de la volonté de Perrette. Enfin, sur un geste, le profil anguleux de la vieille bonne se retira, et nous entendîmes, avec un pas qui s'éloignait, cette réflexion partie de la chambre à côté. Ils font tout ce qu'ils veulent, et après ça,
madame les trouvera fatigués. 9 heures du soir. C'est-y 1 heure pour des histoires. Elle était excellente, bonne Perrette, mais bien rude sur la discipline. En ce temps-là, commença mon père, j'étais jeune encore. Il y avait plus de bois qu'à présent, plus d'étangs, des routes moins nombreuses et si étroites, si mal entretenues que les meilleurs voyages se faisaient à cheval. Pour se rendre de la ville à leur domaine, mon père et ma mère montaient à califourchon sur la même jument blanche, et, trottant quelquefois, marchant le plus souvent au pas, relevant le bout des pieds pour traverser les gués, cheminaient entre les haies de ronces qui accrochaient parfois le fichu jaune paille que ma mère se mettait au cou. C'était plus joli qu'à présent, les campagnes, et moins facile d'accès. Surtout quand on remontait vers le pays haut qui borde la Bretagne, on trouvait de si mauvais passages, tant de boue et tant de fondrières, que le cheval était le seul moyen de locomotion, à moins qu'on ne préférât la charrette étroite et non suspendue des paysans. Les voitures seraient restées en détresse. Il se faisait cependant par là un commerce assez actif, et soit de jour, soit de nuit, des marchands nous venaient de plusieurs points des côtes bretonnes ou normandes. Nous les reconnaissions à leurs cris, quand j'avais votre âge, et des vacances comme vous. Les uns vendaient des sardines conservées dans le sel, d'autres des œufs, des volailles, du beurre. Et justement, nous avions une marchande de beurre à laquelle ma mère achetait sa provision pour l'hiver. Elle portait la coiffe normande, et elle la portait bien. C'était une femme grande et rose, jolie et de mine ouverte. J'ai rarement vu une paysanne plus décidée. Les rouliers ni les aubergistes ne la taquinaient, bien qu'elle voyageât seule, et il se trouvait toujours, dans les métairies, un couvert mis pour elle, un bon coin dans l'étable et une botte de foin pour son cheval. Elle devait ses prévenances à sa loyauté de marchande, à ses façons viriles, et un peu à son malheur, car elle était restée veuve de très bonne heure, et elle travaillait pour élever son fils. Je lui dis un jour: « Vous voyagez de jour et de nuit, la grande Honorine. N'avez-vous jamais peur ?»« Jamais, monsieur. De votre village jusqu'ici, la route est longue pourtant. Il y a de mauvais chemins sombres, des nuits sans lune, et on ne sait pas les rencontres qu'on peut faire. » La grande Honorine étendit le bras, comme pour prêter serment, un bras qui eût fait plier celui d'un homme. « Je ne dis pas, répondit-elle, qu'il ne m'arrive jamais de rencontrer des choses, d'en voir d'autres, d'en entendre surtout, mais rien ne me dit rien à moi. Je suis protégée. » Alors j'observai, sur sa figure pleine, un sourire un peu triste, et elle ajouta: « Monsieur, quand mon défunt mari mourut, je nourrissais Pierre, mon enfant, mon unique, et il n'avait que moi, de même que je n'avais que lui. Ma famille est d'ailleurs. Il me fallut donc bien l'emmener lorsque je me décidai, pour vivre, à me faire marchande de beurre. Je réservais un coin pour lui dans le fond de ma charrette, sous la bâche. Il était bien à l'abri, je vous assure. La pluie ne tombait jamais à travers la toile, et quand le vent soufflait, moi, assise sur le devant, je prenais tout le froid. Il avait l'habitude et ne s'éveillait pas. Aux côtes, dans les belles lunes, je le regardais dormir, et l'idée me venait que l'innocent me protégeait, et que plus d'une fois il me serait arrivé malheur si je ne l'avais pas eu avec moi. J'en pourrais dire plus d'une preuve. Vous savez ce qu'on raconte de la nuit. Je ne crois pas toutes les histoires, mais j'ai entendu de vilains bruits dans les cépées de chênes au bord des routes. J'ai vu des ombres, comme des bêtes malfaisantes qui s'allongeaient devant et derrière ma charrette, dans la lumière faible de la lanterne, et des voyageurs qui ne voyageaient point pour des raisons connues du monde, et des lumières qui tremblaient autant que moi de se trouver surprises. Alors, j'allongeais un coup de fouet à mon cheval. Je pensais à mon petit qui dormait, sans se douter de rien, et, à cause de lui, je passais sans avoir mal. Un jour, monsieur, dans un pays très plein de forêts, qui est entre Mortain et Fougères, je fus prévenu que 2 mauvais drôles, comme il n'en a jamais manqué nulle part, avaient causé de moi dans une auberge, et qu'ils m'attendaient pour me voler à 2 lieues du bourg. « N'y allez pas, la grande Honorine,
me disait le patron, n'y allez pas, ils vous tueront. J'ai ma défense avec moi, que je répondis, et je passerai bien. Il ne savait pas de quoi je voulais parler. Moi, je le savais. La nuit était tout à fait sombre, et, à cause de la brume, ma lanterne éclairait mal. En vérité, je n'aurais pas pu dire où j'étais, et je me serais perdu si mon cheval n'avait pas connu la route. Et c'étaient des forêts toujours, et un silence comme il y en a, monsieur, dans les fins de saison, quand les feuilles tombent. Je regardais plus souvent mon petit que de coutume, et, pour le voir, il me fallait me pencher. À un endroit où le chemin creux était si étroit que les deux roues touchaient presque le talus des deux côtés à la fois, j'entendis les branches qui s'écartaient, des pierres qui roulaient, et mon cheval sauta de peur. Je me détournai. Je saisis dans mes bras mon petit, et je l'élevai au-dessus de la croupe de mon cheval, et je criai. « Sauve-moi, mon enfant, sauve-moi » Pendant plus d'une lieue, je ne ralentis pas le train de la pauvre bête qui avait pris le galop. Puis je la remis au pas, tranquillement, comme à l'ordinaire. Le lendemain, monsieur, des gens de là-bas me dirent qu'on avait rencontré, à l'endroit indiqué, deux hommes, un de chaque côté du chemin, et qu'ils dormaient si dur, la face contre terre, qu'il avait fallu les appeler longtemps avant de leur demander ce qu'ils faisaient là. Mon père s'arrêta un moment et reprit pour finir. J'ai revu bien des fois la grande Honorine. Son petit Pierre avait grandi, mais il couchait toujours dans la charrette quand la mère voyageait. Il avait une dizaine d'années quand ils ont passé dans le pays pour la dernière fois. Nous quittâmes la salle à manger, mes sœurs, mon frère et moi, en songeant à la grande Honorine. La présence de Perrette nous empêchait d'avoir peur. Quand nous fûmes au lit, la plus petite de nous, qui ne pouvait dormir, se mit à raconter l'histoire à la vieille bonne. Elle raconta tout, et, quand elle eut achevé, « J'ai bien compris, tu vois, bonne Perrette. Et c'est très vrai, l'histoire. Il ne t'arrive rien chez nous. Eh bien, c'est moi qui te protège. Tu ne le savais pas. » Bonne Perrette comprit-elle. Elle ne le dit point, mais elle avait une larme dans les yeux quand elle embrassa la petite. Le château de Sombrehoue, première partie. Le vent est tiède, le vent chante. Il ne gémit plus tout le jour, il passe par bouffées, s'arrêtant à baiser les fleurs. Ce n'est plus le temps des primes verts, des premières pousses blanches des saules. C'est le printemps de mai, la saison royale. Voyez les ruisseaux et les mares, les poules d'eau s'en vont nageant avec leurs petits à la suite. Elles tracent des routes bleues dans la canetille verte. Les renoncules blanches font couronne. Il y a de la lumière jusqu'au fond des courants. Il y en a sur les feuilles des pins et sur l'aile des martinets qui tournent. On dirait que les choses regardent. Heureuses les bêtes qui traversent l'air, heureuses celles qui courent, car la terre est toute feuillue. Pas une faucille n'a fauché encore. Et ils sont là, pressés, mouvants, avec leurs nids et leurs chemins, les grands blés verts, les avoines, les prés en fleurs donnant l'aumône, ouvrant leurs grappes fines où le parfum s'est amassé, poudrant d'or les pattes des mouches et l'éventail des papillons. Que c'est bon d'être jeune et de galoper dans la campagne libre quand les vieux eux-mêmes sont réjouis, et qu'il n'y a point de si étroite fenêtre par où n'entre une feuille de rose. Il enroule jusque sous les lits. Le vent emporte des trésors. Oh, les petits, courons dehors, et ne rentrons qu'avec la nuit. Le printemps passe. Cette chanson-là, ou quelque chose d'approchant, m'emplissait toute l'âme lorsque mai revenait. Pour l'entendre mieux, pour la renouveler aux sources vives, je sortais dès le matin. Je rentrais le moins possible. Elle avait des couplets sans fin. Souvent, j'emmenais ma sœur, et, comme il eût été singulier de dire « Nous allons voir mes triomphants », comme ce sont là des raisons que les enfants ne définissent pas, nous disions « Le temps est beau pour la piper dans le grand bois », qu'on ne sonne pas trop fort la cloche, elle nous a empêchés de prendre la dernière fois. Nous voici donc dans le grand bois, 100 noisetiers, 100 baliveaux de frênes, autant de petits chênes mêlant leurs branches. C'était comme un bois à 2 étages,
ayant des tiges de haute futée, et, par-dessous, de grosses touffes vertes, où les noisettes venaient mal, mais où les oiseaux abondaient. La cabane était au milieu, faite avec des fagots d'épines. On y trouvait un banc de mousse où, pour dire vrai, la mousse apportée par poignées ressemblait à de vieux foins. Un sac de toile plein de gomme récoltée sur les abricotiers et sur les cerisiers, et une fenêtre au fond pour surveiller l'étendue. Il fallut bien 1 heure pour délayer la gomme, fabriquer les gluaux, les poser sur les basses branches des frênes et des chênes voisins. Puis la chasse commença, la pipée résolue. Nous étions dans l'abri, la petite à côté de moi, soufflant à tour de rôle entre les 2 lames résistantes d'une feuille de lierre pliée. « Ne nous lassons pas de souffler, disais-je, avec autorité. Il vient toujours quelque chose à la pipée. Le jardinier me l'a assuré, et j'ai vu chez lui des sansonnets qu'il avait pris de la sorte. Un bruit qui n'avait point d'analogue, et qui tenait le milieu entre le sifflement d'une couleuvre et le miaulement d'un chat, sortait alternativement de chacune de nos feuilles de lierre. Dès le début, il y avait eu quelques mouvements d'ailes dans les sépées, des oiseaux qui s'envolaient, et j'avais expliqué. Ce sont des espèces qui ne répondent pas, les autres vont venir. Rien ne venait. Nous étions rouges, elle encore plus que moi, de l'effort prolongé. Celui de nous 2 qui s'arrêtait passait la tête par la lucarne et regardait. Que c'était doux. Un déluge de lumière sur le vert tendre des bois, de larges gouttes dorées qui ruisselaient sur les troncs lisses, tournaient autour des brindilles, descendaient en cascade à travers les étages des frondaisons nouvelles, et rencontraient sur la terre les milliers d'étoiles blanches des stellaires ouvertes. Au loin, nous entendions un merle, un loriot, des mésanges. Essayons de plier la feuille de lierre en 4, fis-je au bout d'une demi-heure. Je crois que c'est plus sûr. Le bruit devint plus strident. Un gros geais en fut inquiet. Il s'approcha, sautant de perchoir en perchoir jusqu'à une distance raisonnable des gluaux, considéra ces petits bâtons si drôlement mis en croix sur les brins de coudrier, frotta son bec 2 ou 3 fois d'un air défiant sur ses pattes noires et se sauva. « J'ai envie de dormir, dit la petite. Moi je veillerai, n'aie peur de rien. Et peut-être qu'il viendra des oiseaux. Bien sûr, ma chère, mais il fait trop chaud. C'est pour le soir. » Elle s'endormit, la tête appuyée sur des fagots, ses cheveux blonds mêlés aux épines. Je retenais mon souffle pour ne pas l'éveiller. Le loriot, de loin en loin, jetait sa phrase sonore à la lisière du bois. J'allais céder peut-être à la même tentation de sommeil. Le ronflement des mouches, la chaleur lourde du soleil pénétrant les branchages de la cabane indiquaient cette heure de la sieste que les paysans appellent la mérienne. Mais un bruit singulier se produisit à gauche de la cabane, un bruit de feuilles froissées lentement, comme si quelqu'un s'approchait avec précaution. Et je vis une grande barbe blonde, puis une tête d'homme découverte, puis un col de chemise de flanelle à rayures roses qui s'encadrèrent dans l'angle de la porte, en haut. L'homme regardait curieusement, en plissant les yeux. J'avais trop lu de ces récits dont j'ai parlé pour ne pas songer aussitôt à ces surprises d'Indiens dans les savanes, quand le voyageur blanc, dans sa confiance téméraire, a négligé de faire des rondes fréquentes autour de son campement. Je pâlis, j'étais sans armes, et je répondais de ma sœur. Au moment où je me levai, les épaules de l'inconnu bouchèrent l'ouverture de la porte, et il entra, courbé en 2. « Ah, mon Dieu !» cria la petite en s'éveillant. Et elle cacha sa figure dans ses mains. J'essayai de la rassurer, comprenant que la diplomatie pouvait seule nous tirer d'affaire. « C'est une visite, lui dis-je. »« En effet, une visite de voisin, mon jeune ami, dit la barbe blonde. Je m'étais écarté des limites ordinaires de mes promenades. Je vous ai entendu, et j'ai voulu voir. Vous pipez ?» Nous le considérions tous 2 avec un sentiment d'effroi qui diminuait à chaque coup d'œil.
L'homme avait l'air très comme il faut, des vêtements de chasse vert bouteille, des guêtres, une chaîne de montre, un fouet à manches courts. Il souriait. Sa barbe, que j'avais crue blonde, était très mêlée de poils blancs et soignée, lisse comme une chute de moulin. Mais le soupçon qu'il pouvait appartenir à quelque corps ignoré de gardes forestiers me tenait à présent. Pourquoi venir troubler des enfants qui pipent? Oh, monsieur, c'est pour nous amuser. Nous ne prenons rien. Si j'avais un oiseau, je vous le donnerais. C'était déjà la tentative de corruption de fonctionnaire. Il se mit à rire tout à fait. Vous ne savez pas, dit-il, je vais vous apprendre à piper. Tenez, sortez de la cabane, qui est décidément trop petite pour mon grand corps. Nous nous cacherons derrière un noisetier. Surtout, n'ayez plus peur de moi. Oh non, monsieur. Comment une pareille idée pouvait-elle lui traverser l'esprit? Avoir peur d'un homme qui se propose de nous apprendre à piper, qui n'est pas garde champêtre, pas garde forestier, et qui rit, et qui a une chaîne d'or. La petite elle-même était redevenue rose. Quand il se fut redressé, je vis qu'il était très grand et de belle mine. Sa manche, en remontant, laissa paraître un bouton d'argent orné d'une couronne comtale. Il nous emmena derrière une cépée, nous fit nous agenouiller, s'agenouilla lui-même et se courba par surcroît. Puis, soufflant sur une feuille de lierre, il en tira un tout autre son que nous n'avions fait. Dès les premiers appels, le loriot s'effaroucha et partit à l'aventure. Le geai se rapprocha. Un merle répondit en égrenant toute une vocalise. Des rouges-gorges sifflèrent en 20 endroits, d'un ton interrogateur pour se demander « Qu'est-ce ceci ?» Et une couple de grives de haies fanfaronnes se mirent à jacasser comme pour dire « Faut y aller, faut y aller !» Elles ne vinrent cependant qu'avec prudence, par petits bonds, n'avançant que d'un chêne à chaque fois, perché sur la plus haute branche, et les pattes frémissantes. Le plus confiant fut un oiseau que nous n'avions jamais rencontré, de plumage triste, et qui semblait fasciné par le chant lamentable du lierre. Il les descendit, inquiet, les ailes pendantes, de branche en branche, tout l'escalier d'un baliveau de hêtres, sauta sur le noisetier fatal, se posa sur un gluau, et aussitôt voulut s'envoler. Mais les pattes étaient prises. Les ailes le furent bientôt, et nous nous élançâmes en criant « Viva !» pendant que la petite bête tournoyait, entraînée par le poids léger du bâton, et tombait sur la mousse. Je la coiffai de mon chapeau, et, triomphant, je la rapportai à l'inconnu, qui n'avait pas bougé. Quel curieux homme, cet ami qui savait piper! Il caressait sa grande barbe, et nous regardait alternativement de ses yeux bleus. Même en jouant de son appôt, il nous regardait, et il souriait comme s'il eût été content de chasser au gluau. Il prit l'oiseau, le détacha du brin d'osier tout couvert de plumes grises et le remit vivant dans la main de la petite. « Mademoiselle, vous avez la main heureuse comme une fée. Voyez, c'est un oiseau rare et délicieux, un ortolan. Cela chante en cage, rôti avec une feuille de vigne pour l'enveloppe, c'est un mets de roi. Oui, vraiment, vous êtes une fée. Quel âge avez-vous, mademoiselle la fée? 8 ans, monsieur. Vous vous trompez. On leur croit un âge, et elles n'en ont pas. Elles sont très aimables quand elles veulent bien, comme vous, se montrer aux vieilles gens. Je n'en connais qu'une qui ait vieilli, mais vous ne ferez pas de même, n'est-ce pas? Quelle bonne idée j'ai eue de m'égarer. Dites-moi, mes enfants, vous promenez-vous souvent? Allez-vous loin? Connaissez-vous le domaine de Sombrehoux, là où les chênes ne sont jamais abattus? Oui, monsieur, dis-je, en désignant l'horizon. C'est dans le bleu. J'habite là, dit l'inconnu. Et si vous, mon jeune ami, et vous, mademoiselle la fée, voulez bien venir y piper des oiseaux, je vous promets la plus belle chasse que vous puissiez rêver. Il nous interrogea longtemps encore, sans souci de ce que nous répondions, se plaisant à nous faire causer et rire, surtout à faire rire la petite, dont la voix claire s'en allait pour un rien qui l'amusait en fusée claire parmi la couderaie. Le soleil baissait un peu quand il nous quitta.
Nous vîmes son costume vert, qui semblait doré dans la lumière, disparaître et reparaître dans les lointains des bois. Il se retourna une fois, 2 fois, 3 fois, pour nous saluer de la main. La dernière chose que nous aperçûmes de lui, ce fut son sourire, qui était bon et un peu triste, et sa main qui disait adieu. Quand il fut tout à fait loin, hors de nos yeux, hors de nos voix, la petite se mit à rire en branlant la tête. « Est-ce drôle » fit-elle. « Il n'avait rien à nous dire, le monsieur. »« C'est vrai. Il était vieux, sais-tu ?»« Oh oui, avec du blanc dans la barbe. »« Pourquoi est-il venu ?» Je demeurai embarrassé, ne trouvant rien. « Eh bien, reprit-elle, il est venu pour moi, et j'irai volontiers, si père le permet, lui rendre visite à Sombrehoux. » Le château de Sombrehoux, deuxième partie. Elle ne s'était pas trompée. Nous fûmes conduits au château de Sombrehoux, non pas cette année-là, mais tout au commencement de l'autre, en janvier, 6 mois après la visite que nous avions reçue dans notre cabane de pipée. Il avait neigé, et la neige était restée sur la terre. Les nuages étaient remontés, eux, et on les voyait très haut dans le ciel, immobiles, tendus d'un bord à l'autre de l'horizon sans une coupure. Ils nous ont laissé tout leur blanc, disait la petite, et maintenant les voilà tout gris. La campagne était blanche, en effet, à perte de vue. Le dessus des barrières, les arêtes des talus, les pignons des toits avaient un bourrelet qu'on eût dit composé de duvet de cygne. Les dernières feuilles résistantes, celles des ronces et des chênes rouvres, portaient une petite pelletée de neige que, parfois, frissonnante, elle laissait tomber en poussière sous les roues de la voiture. Alors elle se redressait, se secouait un peu, et dans l'étendue claire, c'était le seul mouvement avec celui du cheval qui trottait. Ces temps-là, vous le savez, sont des heures de sommeil et de rêve. Nous allions sans bruit. La route avait l'air toute neuve et faite pour nous, n'ayant pas une trace de pas ou de charrette. Dans les bourgs, on apercevait des têtes de gamins derrière les vitres, et plus de fumée bleue que d'habitude au-dessus des cheminées basses. Autour des seuils seulement, les moineaux, qui sont de fins brodeurs, avaient, avec leurs pattes, dessiné des centaines d'étoiles. Ils mendiaient à leur façon. Nous jetions du pain de temps à autre. Le cabriolet passait, et la campagne s'ouvrait de nouveau, plus douce à l'œil que le ciel, et dormante comme lui. En approchant du château, qui se trouvait à environ 3 lieues de la maison par la route, des futaies commencèrent à se dresser de tous côtés, sombres à la base, coiffées en haut des grettes blanches qui luisaient. Les arbres n'étaient point clairsemés, mais serrés en masses profondes où l'on devinait que la hache n'entrait pas souvent. Couverts de feuilles, au mois d'été, comme ils devaient chanter. Nous venions, paraît-il, pour traiter de la vente de quelques chênes que M. de Sombrehoux se proposait d'acheter à mon père. C'est curieux, dis-je, qu'on achète des arbres quand on en possède tant. M. de Sombrehoux n'abat jamais les siens, répondit mon père. C'est un original, et un homme d'une rare bienfaisance. Son parc est la providence des chercheurs de bois morts. Regarde. Nous entrions dans une avenue fermée d'une simple barrière à claire-voie, dont la peinture défraîchie semblait jaune sur la nappe immaculée qui couvrait le sol. Mais quel beau luxe d'arbres! Des chênes d'au moins 100 ans, noueux, étendaient au-dessus de l'allée leurs branches pareilles à des arbres elles-mêmes, et librement dirigées par cette force qui les dompte et les plie. Un rayon de soleil. Quelques-unes étaient si basses que la capote de la voiture les effleurait au passage. D'autres s'avançaient pour les couvrir. À toutes les hauteurs, la sève cherchait le jour et lançait des rameaux. Cette voûte ajourée, comme en eussent formé des centaines de vergues de navires croisés au-dessus de nous, faisait une ombre légère sur l'avenue dont l'herbe soulevait la neige en touffes mousseuses. Des branches mortes pendaient çà et là, presque détachées du tronc, retenues par un bout d'écorce. Je me rappelais les palais enchantés des contes de fées. Pas un oiseau ne s'envolait sur notre passage. Des corneilles grises nous regardaient, tendant le bec du haut des chênes. Nous nous taisions.
Cependant, si léger que fut le glissement des roues dans la neige, un concert d'aboiements éclata tout à coup. Le chenil de M. de Sombrehoux signalait furieusement notre arrivée. Presque aussitôt, dans une clairière étroite et ronde, toute pressée par les bois, nous aperçûmes le château. Des murs bas, un toit très long, une simple maison ancienne, remarquable par sa seule étendue et par la profusion des vignes vierges qui cachaient ses lézardes. Monsieur de Sombrehoux sortit au bruit que fit le cheval en s'ébrouant. Il était vêtu d'une peau de loup gris et botté pour la chasse ou la promenade. D'un coup de cloche, il prévint un domestique, un jeune gars de 15 ans, à peine échappé d'une ferme voisine, et, lui laissant la garde de notre équipage, il ouvrit la porte ogivale en noyer massif qui rompait l'alignement des 10 fenêtres. À mon père, il serra la main, à moi, il fit un sourire, mais quand il vit la petite, qu'il n'avait pas encore aperçue, et qu'on aurait pu prendre pour une grosse boule de neige, tant elle était enveloppée et cachée dans les châles maternels, il se baissa, mit sa grande barbe blonde à la hauteur du visage rose de l'enfant, et ne parut plus se souvenir de nous. Ses traits se détendirent, l'expression de tristesse habituelle de sa physionomie disparut presque. Doucement, il s'empara de la main rose glissée sous les plis de la laine. « Mademoiselle, dit-il, vous êtes bien aimable de ne m'avoir pas oublié et de me rendre ma visite. Vous ne pouvez pas savoir le bien que cela me fait de recevoir un enfant. Vous me rappelez des jours que je ne reverrai plus, et si heureux, si calmes, les seuls. Qui sait, fit mon père, dans quelques années. Nous ne comprenions pas, ni elle ni moi. Il continua de la tenir par la main, la prit sur ses genoux pour qu'elle se chauffât mieux devant le feu où brûlaient 5 branches de cerisier sauvage, lui expliqua le sujet des tapisseries de Flandre qui revêtaient les murs du salon, combat de coqs, lutte de centaures, délivrance d'Andromède et chasse de fauconniers. Remonta pour elle la sonnerie d'une horloge antique qui chantait « Vive Henri IV !» et ne la quitta pas pendant la promenade que nous fîmes autour du château, au chenil, aux écuries, le long d'une allée du parc où la neige avait été balayée. Les mots de l'enfant l'amusaient. Il avait l'air d'écouter une musique lointaine quand elle parlait, et de sourire à quelque chose de passé. Autour du château, on ne voyait personne. Des toits de ferme, bas et couverts de neige, pareils à 2 feuillets d'un livre ouvert, luisaient dans les profondeurs des allées d'arbres, à l'endroit où les bois finissaient. Quel beau domaine, dit mon père. 12 fermes d'attenants, des fermiers qui disent des neuvaines pour obtenir de vivre sur vos terres, qui ne vous volent pas et ne vous jalousent pas. On serait heureux à moins. Et vous avez de plus une fille charmante. Hélas, monsieur, dit monsieur de Sombrehoux, n'ai-je grande, trop grande. Moi, j'envie à leur père les toutes petites que je rencontre. Il leva la tête vers une fenêtre de l'étage, semblable à toutes les autres, voilée d'un rideau de mousseline, regarda ensuite ma sœur et soupira. Quand nous fûmes rentrés dans le salon, un grand samovar de cuivre jaune fumait sur une table, mais il n'y avait personne. Les 2 centaures de la tapisserie brandissaient seuls leurs massues immobiles, les coqs rouges se défiaient, le faucon planait au-dessus de la colombe, et Andromède pleurait toujours. Monsieur de Sombrehoux enlevait sa fourrure de loup gris. Une main repoussa les plis d'une portière au fond de l'appartement, et elle était si blanche dans l'ombre que je crus voir un éclair. Une jeune fille entra. Je ne sais plus quelle robe elle portait, ni quelle était la mode de cette année-là, et je crois que je ne l'ai jamais su. Elle avait, ce qui ne s'achète point, une grâce souveraine, une tête un peu fière avec des yeux très simples, très doux, et des cheveux blonds si pâles qu'ils ressemblaient, au point où la lumière les frappait, à la fourrure du loup gris. Une parenté l'unissait certainement aux belles dames des légendes, aux vierges qui tiennent des fleurs dans les tableaux mystiques, à celles encore qui ont des pages derrière elles pour porter leur long voile. C'est la princesse, pensai-je, et, toute princesse qu'elle était,
Elle offrit le thé, le sucre, une assiette de petits gâteaux, le plus aimablement du monde, mais parlant à peine. Puis, quand elle eut fini de nous servir, elle présenta une tasse à son père. Il refusa. Tous deux se regardèrent. Le petit sourire qu'elle avait eu pour nous tomba. Monsieur de Sombrehoux prit un air si malheureux que je crus qu'il allait pleurer. Il ne lui parla pas, mais il fut, de ce moment, uniquement occupé d'elle. On eût dit qu'elle lui avait volé l'âme en le regardant. Nous le quittâmes sans qu'il songeât même à embrasser la petite, qui attendait et s'étonnait de ce brusque changement. Notre visite à Sombrehoux nous laissa dans l'esprit 3 souvenirs, 3 images qui ne s'effacèrent plus. Le seul nom de Sombrehoux les évoquait ensemble, et nous donnait l'impression d'une grande neige blanche sur la forêt, d'une jeune fille blonde et d'une pelisse de loup gris. Or, il revint fréquemment dans les conversations du pays tout entier, pendant l'année qui suivit, et j'appris ce que je vais dire. Mademoiselle Catherine de la Brèche de Sombrehoux sortait du couvent. Son père l'y avait mise pour 2 ans seulement, afin qu'elle complétât l'instruction qu'elle avait déjà reçue d'institutrice de divers pays et qu'elle pût développer, à l'abri des louanges, les dons heureux qu'elle possédait, l'esprit, la promptitude de l'imagination, une volonté constante d'être aimable et de répandre autour d'elle la joie qu'elle se sentait dans l'âme. D'où venait cette joie chez une enfant élevée seule à la campagne parmi les bois? Les sources coulent où Dieu veut. Celle-là coulait à plein bord. C'est tout ce qu'on peut dire. Or, il est rare qu'un si grand charme, quelque effort qu'on fasse pour le cacher, et le mit-on dans un couvent, reste longtemps inaperçu. Catherine de Sombrehoux était à peine rentrée au château paternel qu'elle fut demandée en mariage par un sous-lieutenant qui était en garnison bien loin, tout près de Paris. Le père en éprouva une violente douleur. « Attends seulement quelques années, dit-il, toi qui es toute ma vie. Je te donnerai un cheval, un fusil, des chiens, des livres, et je renoncerai à mes chasses pour suivre les tiennes. Pense à toute la jeunesse que tu as devant toi, et donne-m'en un peu avant que d'autres ne s'en emparent. Vivons tous deux, tout seuls, nous serons heureux. » Elle eut le cheval, le fusil, les chiens. Mais elle commença à pleurer tous les jours. Elle ne pleurait pas devant son père, même elle avait encore ce petit sourire que nous avions vu. Mais la joie pleine, débordante, qui met une lumière dans les yeux, s'était envolée tout à coup. 20 fois le jour, son père cherchait le regard d'autrefois, et ne le trouvait plus. Elle avait beau s'appliquer, il y manquait toujours quelque chose. Vers le milieu de l'été, monsieur de Sombrehoux lui dit « Je vois que tu es triste, Catherine. Sache donc la première des 3 raisons qui ne me permettent pas de consentir à ton mariage. Je ne puis pas vivre loin de Sombrehoux, et je ne puis pas vivre sans toi. Que deviendrai-je quand tu seras parti? Et après moi, que deviendra ma terre sans un maître qui l'habite et qui l'aime? » « Nous l'habiterons, répondit Catherine, je m'y engage. » Il soupira et laissa passer les mois. Un soir d'automne, un de ces soirs très doux qui portent au rêve l'âme des chasseurs, il rentra l'air songeur et dit, en débouclant ses guêtres auxquelles étaient collées des feuilles de chêne: « Catherine, les jeunes gens d'aujourd'hui n'aiment pas les arbres. Ils les abattent pour s'en faire des revenus. Tant que je vivrai, pas un de mes chênes ne tombera. Et, sans le produit qu'ils me donneraient, je suis pauvre, ma petite. »« Il est riche pour 2, dit Catherine, et nous respecterons vos arbres. » Monsieur de Sombrehoux soupira encore, et ajouta seulement: « Est-il possible de vivre ailleurs? Mais futé embaumait ce soir comme les prés au printemps. » Et l'automne passa. Une nuit d'hiver, à la veillée, mademoiselle de Sombrehoux était assise à côté de son père. Celui-ci, qui remuait les débris d'un feu de brande, commença par soupirer, comme s'il pressentait, cette fois, la dernière défaite. « Ma Catherine, fit-il, j'ai une chose encore à te dire. J'ai traité si humainement mes fermiers qu'ils me payent mal, et que plusieurs ne me payent pas.
Je loue mes terres à peine la moitié du prix que l'on demande pour les terres voisines. Je ne le regrette point, car on m'aime. Rien ne vaut cela. Mais en vérité, je n'ai pas de quoi faire face aux dépenses d'un trousseau et d'un mariage. Il faudrait emprunter ou vendre ce qui n'est pas dans mon usage. Catherine de Sombrehoux ne répondit rien, mais elle sourit de son vrai sourire d'autrefois. Dès le lendemain, elle monta à cheval, se rendit à la ferme de la Saulaie, qui était la plus considérable, et vit, sur la croupe d'un guéret, le fermier qui labourait avec ses 8 grands bœufs. « Jean-Guillaume, lui dit-elle, de père en fils, vous avez été nos amis. Mon père a si bien agi avec vous et les autres du domaine qu'aujourd'hui il ne veut pas que je me marie. Il n'a pas de quoi faire face aux dépenses des noces sans emprunter ou vendre. Jean-Guillaume, si les termes arriérés sont payés à mon père, foi de Sombrehoux, je ne quitterai jamais le château, et je ne vous augmenterai pas. » Les 8 bœufs soufflaient sur le guéret ouvert. Le bonhomme leva son chapeau et répondit, considérant son harnais. « Ainsi soit-il. » Monsieur de Sombrehoux fut bien étonné, la semaine suivante, de voir arriver au château le métayer de la Saulaie qui lui dit « Notre maître, j'étais en retard. J'ai vendu une paire de bœufs, mes 2 plus beaux, et voilà le prix. » Puis ce fut le tour du métayer de Chanteloup, qui dit « Dans le fond d'un tiroir, j'ai retrouvé quelques écus. C'est pour marier ma fille, mais je vous les dois. Mariez la vôtre. » Ceux de la Hautière, de la vallée de la Landefou et du bois Groslier vinrent de même, avec de vieux sacs ou des porte-monnaies remplis d'argent, se libérer d'une part de leurs dettes. Le closier même de la rive au Loup, qu'on savait insolvable et malheureux, apparut aux yeux émerveillés du châtelain. « Je n'ai pas de quoi payer ma ferme, dit-il, mais cette année mes volailles ont réussi, et si notre demoiselle se marie, je donnerai 100 jeunes poulettes au lieu d'argent pour le repas de noces. » Cette fois-là fut la dernière où l'on surprit à pleurer le châtelain de Sombrehoux. Il n'eut plus le courage de rencontrer, sans céder, le regard de sa fille. « Va-t'en leur dire que je consens, fit-il, et que c'est eux qui t'ont marié. En vérité, si j'avais 2 filles, ils me feraient des avances. » Alors, sûr de garder sa fille, sa forêt et son renom, si chèrement acquis, le bienfaiteur du pays, Monsieur de Sombrehoux, sembla renaître. On le vit de nouveau passer, à pied ou à cheval, dans les avenues des châteaux voisins. Il reprit goût à l'affût des bécasses qu'il avait délaissées. On l'entendit parler de la chasse aux lièvres, qu'il disait ne plus aimer. On le vit même faire une chose étrange, qui fut 3 mois inexpliquée. Les noces avaient été fixées au commencement de l'été. Dès le début avril, chaque matin, Monsieur de Sombrehoux quittait le château et prenait la même direction, en défendant à sa fille de l'accompagner. Il emportait une paire de sacs de toile, gros comme des sacs à raisin, et une bêche de jardinage. 2 heures après, il revenait avec les sacs tout vides et le visage tout content. Ce qu'il faisait, le vieux châtelain, il allait dans le chemin creux que devait suivre le cortège nuptial pour se rendre à l'église, égratigner la mousse d'un coup de bêche, y jeter quelque chose, remplacer la mousse et recommencer plus loin. L'idée était venue à son cœur original et tendre de fleurir la route de la nouvelle épousée, de tant de fleurs qu'on n'en aurait jamais vu autant, même dans les sentiers de rêve. Il semait à pleines mains les anémones, les lys, les résédas, les jacinthes, les marguerites roses et toutes les graines de menues plantes qu'il avait demandées au loin. Et quand 3 mois eurent passé sur les semailles, dans la rayée triomphale de juin, le cortège s'avança par le chemin creux. Nous étions là, ma petite sœur et moi, avec les parents, les amis et la moitié de la paroisse conviés aux noces de la châtelaine. Monsieur de Sombrehoux n'avait plus sa pelisse de loup gris, ni son air triste. Il s'avançait rayonnant, le premier, donnant le bras à sa fille, qui ressemblait à une reine toute blanche. Au-dessus d'eux, au-dessus de nous ensuite, des lys croisaient leurs tiges et mêlaient leurs parfums. Sur le revers des talus, des anémones rampaient parmi les jacinthes bleues. Des bancs de résédas,
des tulipes tardives se levaient sous les ronces, et des milliers de volubilis grimpaient le long des troncs d'arbres enroulés autour des branches, agités par le vent comme des cloches en branle, criblés de leurs fleurs d'un jour les larges plis des chênes. Partout les gens du pays, ceux de la Saulaie, de la Hautière, du Bois-Grolier et de bien d'autres fermes encore, tiraient des coups de fusil, se pressaient aux barrières, montaient sur les talus pour voir, jusqu'à écraser les lys blancs. « Que c'est joli, disait Catherine de Sombrehoux, ce chemin qui a fleuri pour moi. Que c'est beau, disait mon père derrière nous, cette noce de riches qui met en joie tant de pauvres gens. » Deux anciens. Ah, les bons, les braves, les excellentes gens. Je puis dire que je les ai eus pour amis. Ils étaient vieux quand j'étais jeune, mais vieux raisonnablement, vieux pour moi seul, et droits comme des chênes, à peine grisonnants, vifs au travail, gais en tout temps. Ils s'appelaient Joseph et Jean Utreau. Ils étaient frères et charpentiers de leur état. Vous entendez bien que c'étaient des charpentiers de village et qu'ils faisaient autant de menuiserie que de charpente, de la serrurerie à l'occasion, du jardinage quand le métier chômait, un peu de braconnage quand il allait et qu'il les emmenait au loin, dans les coupes de bois ou les fermes écartées. Joseph l'aîné avait des cheveux frisés, les yeux bleus, une tête régulière et fine et un corps d'athlète. Il portait sans fléchir un tronc d'arbre équarri sur l'épaule, coupait d'un seul coup de serpe un baliveau de châtaignier, soulevait une charrette dont la roue s'était rompue comme il aurait fait d'une botte de radis. Et quand, pour se reposer au temps de la fenaison, il se louait pour faucher, on eût dit, tant il emportait d'herbe à la pointe de sa fourche, qu'une meule de foin nouveau se promenait sur les prés. Jean n'avait ni la haute taille, ni la noblesse de traits de son frère. Mais il fallait voir ses petits yeux clignotants, couleur de mousse, suivre un train de lièvre dans la rosée du matin, et son adresse qui lui tenait lieu de vigueur pour retourner un madrier, et la manière agile dont il montait aux arbres, tenant autour du bras une corde enroulée qu'il assujettissait à quelque maîtresse branche pour que l'orme, le peuplier ou le frêne, à demi déraciné, tombât du bon côté. Lorsque les deux frères taillaient à la grande scie des planches ou des solives, c'était toujours Jean qui tendait, sur la surface blanche et laiteuse encore de la poutre, la ficelle imbibée d'encre, la pinçait, la tirait, comme la corde d'un arc, et, la lâchant après avoir visé, marquait les lignes égales où devait mordre la scie. Personne ne construisait mieux que lui les cages pour prendre les merles dans les fossés, les trébuchets qu'on suspend aux buissons, les appâts qui trompent les perdrix, les cailles, les vanneaux qui passent la nuit au bord des mares. Et si nous entendions, aux heures appesanties des jours chauds, trois petites ritournelles bien connues des chasseurs montés du fond de la campagne dans le grand recueillement de midi, quet, 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 det, quet, get, nous pensions que nos amis les Hurteaux employaient le temps de la mérienne à guetter un perdreau rouge. Ils étaient de vaillance rare. Le père, dans les jours mauvais de la Révolution, avait décroché sa mince canardière qui lui servait contre les loups, et fait le coup de feu avec ses camarades les chouans du Haut-Anjou. Puis il s'était réconcilié après le Concordat avec Napoléon, et je ne sais comment, par goût ou par force, avait guerroyé en Espagne et en Allemagne. Sa bravoure était légendaire dans les bandes royalistes. Un maréchal de l'Empire le remarqua aussi, et dit à Thomas Utreau, le soir d'une bataille, « Veux-tu les galons de caporal, mon garçon ?»« Fait-on des jarretières ?» avait répondu l'autre, « Je veux rester soldat. » Il était rentré au foyer avec 3 blessures pour toute retraite. Les fils n'avaient pas eu l'occasion de se battre, mais ils appartenaient bien à cette race de paysans dignes et courageuses qui donnaient des héros autant qu'on en voulait dans les jours de danger. Je me souviens qu'un matin, Joseph, en abattant une souche sur un talus de nos champs, se coupa le doigt profondément. Le sang jaillit sur les ronces. Je me trouvais là, et je me sentis pâlir. Je voulus courir pour chercher du secours, de la charpie, des bandes. Mais lui,
tranquillement, secoua sa main, l'enveloppa dans des feuilles d'ortie et me dit, avec son sourire clair et son parler à lui, emprunté au métier: « Pas la peine, monsieur René, ce n'est que l'aubier qui a éclaté. » Par malheur, ni Joseph ni Jean n'avaient d'enfants. Ils n'avaient qu'un neveu, qui faisait son tour de France et se proposait de leur succéder quand il aurait gagné de l'âge. Les deux frères, n'ayant aucun espoir de postérité, reportaient l'un sur l'autre cette tendresse que Dieu nous met au cœur, et qui tantôt se divise et tantôt n'a qu'une route et va au même objet. Ils s'aimaient sans se le dire, mais qu'a-t-on besoin des mots? Le bonheur était de se retrouver, dès l'aube, au seuil des deux maisons jumelles du bourg, de se saluer d'un bonjour presque dur, de poser ensemble les outils dans la charrette à bras, de s'en aller de compagnie, causant un peu, ou ne causant pas, vers les métairies où se trouvait le chantier. C'était de travailler jusqu'à midi côte à côte, autour du même arbre qu'on abattait, à la même charpente qui montait, coupant l'air bleu, de recommencer après le dîner, de revenir le soir, traînant à tour de rôle la charrette maintenant pleine de copeaux et de racines que les propriétaires abandonnaient aux charpentiers, selon l'usage, et qui s'amoncelaient dans un angle de la cour commune aux deux ménages. Le dimanche après la messe, Jean Utreau prenait sa ligne, et, le long de la rivière, se glissant à pas de loup, pêchait à la mouche les gardons de surface et les ombres chevaliers qui dorment entre les nénuphars, dans le sens du soleil, les nageoires transparentes de lumière et ondulant à peine d'un mouvement de sommeil. Son frère le suivait par amitié, un panier au bras, bien qu'il détestât la pêche. Et, vers 5 heures, Jean lui rendait ce bon office en jouant une partie de boules sous le hangar d'un cabaretier, malgré son aversion naturelle pour les jeux où l'on perd de l'argent. Ils vieillissaient sans avoir jamais souffert l'un par l'autre, de sorte qu'ils s'aimaient mieux qu'ils n'aimaient la vie. Car celle-ci n'est jamais exempte de misère. C'était pour eux, comme je l'ai dit, le manque d'enfants, quelque chômage et la fatigue de 40 ans de travail qui commençaient à leur peser. Le moment vint où il fallut songer à établir le neveu, dont le tour de France allait s'achever. Dans 1 mois, il reviendrait au pays, et il était bon qu'il y trouvât une maison blanche et une femme qui eût un peu de bien et beaucoup d'ordre. Car on le disait ouvrier habile, mais trop porté à la dépense, d'humeur légère et peu semblable à celle des deux anciens, Joseph et Jean, ses seuls parents. Telle fut, du moins, la conclusion d'un long conseil que tinrent les deux frères un soir d'automne, devant le foyer de l'aîné, où brûlait un feu de copeaux blancs. Le lendemain, ils se mirent en route, endimanchés, vers la forêt située à 4 lieues de là. Un peu de tristesse leur serrait le cœur, car ils voyaient l'un comme l'autre que l'établissement du neveu, c'était aussi la retraite des oncles. Fini bientôt le dur métier qu'on regrette tout de même. Fini les courses matinales. Fini les bons jours au métayer par-dessus les haies, et la joie du travail terminé, quand on plante le bouquet de laurier aux fêtes des charpentes, et les dîners de moisson parmi les rues de tâcherons, tous voisins, tous alliés, qui rient près de l'airet mieux qu'au repas de noces. Cependant leur amitié, comme toujours, les soutint, et lorsqu'ils entrèrent dans la forêt, la vue des arbres au milieu desquels ils avaient vécu leur rappela des souvenirs. Les basses branches des hêtres, fendues en éventail, inclinées vers la terre, poudraient d'ombre et de lumière les mousses gonflées d'eau. La couleur fraîche du printemps se retirait de toutes les pointes et descendait, comme pour s'y conserver, dans les herbes flétries qui commençaient à revivre. « Joli bois que le hêtre, disait Joseph, mais difficile à couper droit. Tu devrais bien donner ton secret, Jean, au neveu qui ne l'aura pas appris à tant courir la France. »« Tiens, un cerisier, répondait l'autre. Te souviens-tu de l'armoire que tu as faite pour la filleule de la Sorinière? Ah, le beau morceau! Des portes épaisses de 3 pouces et des soleils dessus, des étoiles, des veines partout comme une flambée. Sais-tu que tu aurais été un fin menuisier, Joseph, si tu l'avais voulu? Pour le neveu, on ne peut pas deviner s'il aura du goût pour le bois, c'est trop jeune. Nous étions jeunes tous deux pourtant, quand nous avons commencé.
Faudra voir s'il sait, comme toi, débiter 10 douzaines de planches dans un billot de peuplier. Le pauvre gars, je crois surtout, mon Joseph, qu'il n'aura pas tout de suite ton coup de hache. En as-tu jeté à bas des chênes, des ormeaux, des hêtres, des aulnes? De quoi, en les repiquant debout, faire une forêt comme celle-là? Par ici, dit l'aîné en prenant à gauche une charroyère défoncée. La coupe où travaille le vieux Sauret doit se trouver sur la côte après la jeune taille. À 300 mètres, en effet, s'étendait un carré de haute futée, où les arbres étaient clairsemés, tandis que le brun profond des feuilles s'alignait en houle sur 3 de ses côtés et descendait les pentes et remontait les coteaux. Les 2 hommes levèrent les yeux, comme s'ils cherchaient un vieux nid de ramier, et tout au fond de la coupe, tout en haut d'un chêne émondé qui n'avait plus qu'une branche et un panache d'or, aperçurent le bûcheron Sauret. Il était assis à 60 pieds en l'air, sur une planchette retenue le long du tronc par une boucle de corde, les jambes enfourchant l'arbre, le corps penché pour couper le dernier rameau du chêne mutilé. Autour de lui, sur le sol, la futaie abattue gisait en morceaux, longs fûts couverts d'écorce et droits comme des mâts, fagots amoncelés, débris noirs de racines auxquelles tenaient encore des lacis de pervenches vertes. « Je vais lui parler, dit Joseph. Ohé, Guillaume !» Une tête blanche et maigre, un menton à barbiche longue, 2 yeux de chat sauvage se penchèrent vers le bas du chêne, à droite, où se trouvait Joseph, puis à gauche, où se trouvait Jean. « Je viens pour te parler, Guillaume Sauret, reprit le charpentier. Une voix répondit de là-haut, traînante. « Tu peux dire, n'y a pas de voisin. » Guillaume Sauret, c'est notre neveu qui va rentrer de son tour de France. Moi, je lui bâtirai une maison neuve. Jean, mon frère, la meublerait en joli noyer. Mais on ne se met pas en ménage sans femme, et si tu voulais donner ta fille, ça ferait l'affaire. J'en ai 2, tu as l'air de l'oublier, Joseph Utreau. 2 qui sont grandes, sans compter la petite. Pour laquelle viens-tu? Je pense qu'elles seraient toutes de son goût, répondit poliment le charpentier, mais nous sommes venus pour l'aînée, parce qu'elle se nomme Julie, comme ma défunte mère. À la pointe du chêne, la planche se balança 2 ou 3 fois. Sauret avait levé sa hachette et, pour prendre le temps de la réflexion, coupé la branche. Des copeaux blancs tourbillonnèrent et tombèrent au pied de l'arbre. Quelque chose éclata comme un coup de pistolet, et un buisson de feuilles, avec sa membrure lourde et faite pour durer, s'écrasa sur le sol. Le bonhomme essuya sa lame en la frottant contre l'écorce, pencha de nouveau la tête et cria. « Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Faut que je finisse mon arbre. Je n'ai pas l'idée à des mariages. Revenez dimanche. » Ils s'en allèrent tout de même satisfaits, Joseph et Jean, les 2 vieux frères. Ils connaissaient l'humeur bizarre de ce bûcheron, et, après en avoir longuement disserté, furent d'accord que la réponse était favorable au-delà même des prévisions. Les futaies, les taillis crépitaient de chaleur sous l'ardente rayée de cette fin de journée. Le bruit du bois qui se fend et des bras desséchés, tombant à travers les étages des frondaisons, courait en cercle autour des voyageurs. Ils entendaient ces 1000 coups de la mort qui faisaient son choix dans le monde de la forêt. Jean se sentait très las. C'était le plus faible des 2 frères et le plus jeune. Il dit bientôt, comme ils approchaient de la hêtraie qui formait lisière, « Je ne sais pas ce que j'ai, Joseph. C'est pourtant un beau jour et une bonne nouvelle, mais je suis comme un homme qui aurait trop bu. »« Appuie-toi sur mon bras, » répondit Joseph. Une lieue plus loin, Jean se mit à dire « À présent, il me semble que je suis comme une de nos souches quand nous avons pioché au pied. Je cherche ma place pour tomber, et je tomberai si tu ne me tenais pas. »« Je vais te porter sur mon dos, » répondit l'aîné. Il prit dans ses fortes mains les jambes de son frère et le mit à cheval sur son dos. Jean lui passa les bras autour du cou, et ils allèrent ainsi pendant une demi-lieue, par les chemins verts qui commençaient à s'embrumer. Puis, voyant qu'il se fatiguait et que Jean souffrait de plus en plus, Joseph s'arrêta. « Attends-moi là,
bien étendu le long du fossé, mon frère Jean. Nous irons plus vite tout à l'heure. Attends-moi là. Par la traverse, il courut au village, qui n'était distant que d'une lieue à peine, et il revint avec la petite charrette, leur compagne de travail. Difficilement Jean y monta. Sa voix était toute changée, et un engourdissement qui s'aggravait de moment en moment rendait presque inertes ses membres. Les roues, cependant, se mirent à tourner, avec leurs gémissements réguliers à chaque tour. Et quand il se vit, ainsi traîné dans la nuit, sous les premières étoiles, à cette heure même où d'habitude il revenait des métairies, Jean trouva la force de dire encore, tout tendrement. « Ah, mon Joseph, comme tu t'es donné de la peine pour moi. Je suis plus lourd, pas vrai, que des copeaux de bois dur. » Le pauvre homme était bien malade. Il vécut encore 2 jours et s'en alla en paradis où vont les cœurs tout simples et tout droits comme lui. Joseph resta seul. Ni la construction de la Maison Blanche, ni le mariage de son neveu ne le consolèrent, ni même de reprendre le travail et de présenter le jeune homme dans les fermes. Il regardait celui-ci tourner et retourner les madriers, les entailler, les ajuster, et il ne pouvait nier l'adresse du nouveau maître charpentier. Mais il pensait en lui-même, ça n'est plus la manière de Jean. Il essaya de se remettre à abattre des arbres, mais il reconnut que sa bonne hache ne coupait plus. Peut-être ses forces avaient-elles baissé. Il voulut faire ce que faisait Jean, et marquer les lignes pour la scie sur les billots équarris, et il s'aperçut que ses yeux toujours mouillés mesuraient mal les intervalles, et que la ficelle pleine d'encre tremblait au bout de ses doigts. Alors, il laissa tous ses outils au neveu, moins la charrette qu'il remisa sous un appentis. Il devint casanier. Je ne le vis plus que dans son jardin où il cultivait des légumes et quelques fleurs d'ancienne date, dont les graines avaient bien eu 30 générations d'ancêtres au même endroit. Sa belle figure droite s'était un peu amincie. Le sourire tranquille de ses yeux bleus ne l'avait pas quitté. Quand je lui disais « Bonjour, Joseph », il tendait sa main par-dessus la haie. Si j'ajoutais « Comment allez-vous ? Il semble que vous ne vieillissez pas. » Il répondait « Je me sens vieux depuis que l'autre n'est plus là. » Et il souriait encore pour dire « J'irai bientôt retrouver mon Jean. » 1 an plus tard, il l'avait retrouvé. La vigne folle du jardin poussa des rames sur les poiriers et prit l'aspect d'un petit hallier. Les mauvaises herbes emplirent les carrés. Depuis longtemps déjà, je n'entendais plus les quet-quet-det dans les bas-fonds qui bordent la rivière, et les poissons de surface, entre les nénuphars, sautaient après des mouches que ne tenait aucun fil.